Nous sommes toujours sur Variance FM dans l'émission Des idées et du gouffre. Et comme je vous l'ai promis, nous allons désormais parler de couteaux. Mais ce seront des couteaux pas comme les autres. Et oui, nous allons découvrir ceux de la Forge du Ronin grâce à Mathis qui est avec nous ce soir en studio. Bonsoir Mathis. Et bonsoir à tous. Eh ben, on est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci, moi aussi, c'est un grand plaisir d'être là, un honneur. Eh ben écoutez, on va donc échanger au sujet de votre travail et des couteaux que vous forgez. Alors évidemment, je n'en dis pas plus pour le moment. Dans un premier temps, j'ai envie surtout de parler un petit peu de votre parcours. Du coup, quel est votre parcours et comment en êtes-vous arrivé au monde de la forge ? Alors moi, j'ai eu un parcours un peu particulier parce que je suis autodidacte, donc j'ai appris tout seul. Donc en fait, j'étais quelqu'un de plutôt très manuel. À la base, moi, j'avais eu un bac pro cuisine, une mention en dessert de restaurant. Donc, avant d'être forgeron, j'étais cuisinier et pâtissier dans les restaurants pendant 11 ans. Donc, j'ai travaillé dans un peu plus de 25 restaurants différents. Et en fait, à la suite de ça, j'utilisais les couteaux du coup en cuisine tous les jours. Je savais comment raffûter une lame, comment choisir un bon acier pour avoir un couteau qui coupe longtemps par rapport à ce métier de cuisinier et de pâtissier. Et un jour, j'ai voulu me challenger. Je me suis dit, pourquoi pas faire mon propre couteau parce que je voulais vraiment une sorte de couteau que j'arrivais pas à trouver dans le commerce autour de chez moi. Et à partir de ce point-là, je me suis renseigné pour acheter mes premières barres d'acier et commencer à forger un peu tout seul comme ça, en fabriquant une petite forge d'appoint avec quelques briques, du charbon de bois et vraiment du matériel très basique. Voilà. Donc en fait, le monde du couteau vous était destiné dès le départ puisque finalement vous étiez cuisinier et les couteaux c'était l'outil de travail de prédilection d'un cuisinier. Voilà, ouais, c'est dans la même continuité. C'est vrai que quand on est cuisinier, le couteau c'est l'outil qui sert à travailler toute la journée. Et en tout cas pour moi, j'ai eu travaillé jusqu'à 17 heures par jour dans certains restaurants. Donc c'est important d'avoir un bon outil qui est adapté parce que les outils s'usent quand même assez vite sinon. Bien sûr, tout à fait. Alors, quelles sont les différentes catégories de couteaux que vous proposez avec la Forge du Ronin ? Alors, moi, je propose plusieurs styles de couteaux. Donc, il y a du couteau bushcraft. Donc, ça, c'est l'activité de loisir dans les bois, c'est-à-dire que c'est du couteau de survie dans l'idée. Donc, c'est des couteaux avec des lames plutôt épaisses, plus ou moins longues. Et donc, c'est des couteaux qui vont servir, par exemple, à couper du bois, faire du bivouac, donc faire des cabanes en bois dans la forêt, ce genre de choses, ou pour les chasseurs, ou pour les militaires. Je fais des couteaux de cuisine, du coup, naturellement. Et je fais aussi tout ce qui est couteau un peu plus dans le style français, américain, et des outils comme des couteaux comme le kiridashi. C'est un petit couteau qui sert à tracer le bois, et c'est vraiment dans le style japonais traditionnel. Oui, le Japon, on va en parler d'ici quelques instants. Et alors, quelles sont les différentes matières que vous utilisez pour vos couteaux et quelle est leur origine ? Alors, il y a plusieurs matières. Donc, moi, j'utilise pour les lames de l'acier, mais il y a plusieurs sortes d'acier. On parle d'acier carbone ou d'acier inox. Moi, j'utilise principalement que de l'acier carbone pour plusieurs raisons. Déjà, après avoir beaucoup utilisé en cuisine ces styles d'acier-là, j'ai remarqué que les aciers inox étaient un peu moins bons pour la cuisine que les aciers carbone, car le grain moléculairement dans l'acier est un peu plus gros, donc il est moins bien affûtable facilement et ça tient moins longtemps. Après, ça dépend parce qu'il y a inox et inox, hein. Il y a du bas de gamme, du moyen de gamme et du plus haut de gamme. Mais en général, moi, ce que j'avais à l'époque, c'était, on va dire, plutôt du moyen de gamme ou du bas de gamme, ce qu'on peut trouver facilement dans le commerce. Et là, voilà, donc je pouvais garder un affûtage, on va dire, 1 mois avant de le raffûter. Et alors que sur un acier carbone japonais, comme j'utilise maintenant, c'est facilement 8 mois sans réaffûtage. Donc pour les aciers, je prends que des aciers carbone. Donc c'est des aciers carbone qui sont faits soit en France, soit aux États-Unis, soit en Italie, soit au Japon. Et après pour les matériaux pour les manches, j'ai vraiment tout un panel. Donc là actuellement j'ai plus de 55 variétés de bois différents pour faire mes manches. Donc il y a vraiment un peu de tout, de différentes régions de France, même des États-Unis, du Japon, d'Afrique. Il y a vraiment un peu de tout. Et j'utilise aussi tout ce qui est un peu plus rare comme la molaire de mammouth, l'ivoire de mammouth, tout ce qui est matériaux fossiles. Et après, tout ce qui est matériaux synthétiques comme par exemple le G10, la fibre de verre compressée,
tout ça quoi. Donc après il y a plein de choses qui sont en rapport avec tout ce qui est résine et acrylique. Ah oui, effectivement, une très très grande diversité dans ce que vous utilisez en fait, hein. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait c'est un peu sans limite, parce que chaque année il y a un ou deux matériaux nouveaux qui se créent et qui sortent, et du coup bah, c'est un peu sans limite quoi. D'accord. Alors, contrairement à d'autres couteliers, vos outils ont une vraie particularité. Quels sont donc les outils que vous utilisez et racontez-nous un petit peu leur histoire. Alors moi j'utilise donc des marteaux pour forger mes lames. Donc là, vu que moi je me suis spécialisé dans le style purement traditionnel japonais, je me suis renseigné et je me suis mis en contact avec un forgeron de sabre au Japon qui m'a forgé deux beaux marteaux de forge, donc un de 1 kg et un autre de 2 kg. Parce qu'en fait, suivant le poids du marteau, on fait certaines étapes sur le couteau en fait. On ne peut pas forger tout le couteau avec le même marteau, ça serait compliqué. Donc là, je me suis fait forger donc deux beaux marteaux par ce maître au Japon. Donc lui descend à la 36e génération d'un forgeron qui est légendaire au Japon, qui s'appelle Masamune, qui a forgé le fameux Honjo Masamune, qui était un sabre légendaire qui s'est perdu après la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, voilà, ce gars-là qui m'a forgé mes marteaux, c'est le descendant, la 36e génération de ce légendaire forgeron. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à la base, je ne le savais pas en fait. C'était vraiment une surprise. Au bout d'un mois que j'ai eu ces marteaux, je l'ai appris qu'après. Donc c'était même pas fait exprès de base. Je savais que ce forgeron-là forgeait et forge toujours des sabres japonais et des outils comme des marteaux et des pinces pour les forgerons. Et voilà, donc moi ce que j'ai voulu faire à la base, c'est vraiment avoir l'outil fait par le vrai japonais pour travailler correctement et avoir un couteau qui est forgé vraiment, réellement par un vrai outil japonais. Et bah comme quoi le hasard fait bien les choses, de temps en temps on tombe sur les bonnes personnes sans vraiment le vouloir en fait. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Eh ben écoutez, en tout cas, on est content pour vous parce que ça fait vraiment tout votre art et toute votre particularité pour le coup. Alors, on va rentrer un petit peu maintenant dans la partie technique. Vous utilisez une technique de trempe un peu particulière pour vos couteaux. Quelle est-elle et quelles sont ses particularités ? Donc moi j'utilise la trempe sélective à l'argile, donc c'est ce qu'on appelle le hamon en termes japonais. Donc c'est-à-dire qu'en fait sur mes lames, j'utilise par exemple un seul acier avec une seule dureté, et grâce à ces trempes sélectives, en fait je peux avoir deux duretés différentes sur le même acier. C'est-à-dire qu'au niveau du tranchant, en fait ça va faire comment dire, visuellement on voit comme une vague, un motif qui est visible à l'œil nu. Donc ça c'est l'acier, on va dire, qui est trempé très dur, qui va d'en haut de la vague, on va dire jusqu'au tranchant. Donc là, c'est la partie acier trempée. Et au-dessus de ça, en fait, on a une partie qui n'est pas trempée ou très très peu. Ce qui confère à la lame, on va dire, plus de souplesse. Parce que du coup, vu que le dos n'est pas trempé, il va encaisser plus les chocs. Ça évite à la lame de casser très rapidement. Et ça, c'est vraiment une technique japonaise qui est millénaire. On ne sait pas exactement quand ça a commencé. Les historiens parlent de 700 après Jésus-Christ. Une technique qui aurait été apparemment trouvée par deux frères. Mais c'est tellement ancien qu'il n'y a pas vraiment de source fiable, ça remonte à il y a trop longtemps. Mais c'est vrai que c'est une technique moi que j'ai retrouvée, que j'ai appris à faire parce qu'il y a très peu de sources, il faut vraiment essayer de se débrouiller tout seul pour la trouver. Et entre la théorie et la pratique, il y a un monde, quoi. Oui, et puis j'imagine que vous n'êtes pas nombreux à l'utiliser, tout du moins dans le secteur. Ouais, c'est ça en fait, c'est une technique qui est tellement longue à comprendre et à mettre en place que ça coûtait très cher, et puis déjà il faut savoir que ça existe avant de la faire, et entre la mise en place voilà, et la réalisation, des fois il peut y avoir plusieurs années, et moi j'ai des forgerons qui m'ont contacté, qui forgent déjà depuis 20 ou 30 ans, et ils m'ont dit j'ai jamais réussi à faire cette technique, j'ai essayé, j'ai jamais réussi, parce qu'il faut vraiment être un peu fou, parce que pour faire cette technique, moi quand j'ai commencé, j'ai mis plusieurs années à la mettre en place pour avoir les motifs exactement que je voulais. Et là, on parle de centaines, voire des milliers d'heures d'essais avant d'avoir un petit résultat, quoi. Oui, il faut vraiment être passionné par son travail, hein. Ouais, là, c'est vraiment c'est de la passion pure. Et il ne faut pas regarder le nombre d'heures par rapport au travail, parce que sinon, c'est sûr qu'on ne va pas très loin. Oui, c'est sûr, tout à fait. Et alors, quelles sont les étapes du polissage et quel type de propriété cherchez-vous à obtenir avec cette partie-là de votre travail ? Donc pour le polissage de mes couteaux, je commence à la machine et après je termine aux pierres japonaises. Donc ça c'est pareil, c'est les mêmes méthodes que pour le katana japonais traditionnel. Donc c'est-à-dire que au lieu de par exemple tout polir à la machine,
Là, je commence à la machine et après, je finis aux pierres japonaises. Donc, c'est-à-dire que en général, je m'arrête au grain, on va dire, pour entrer dans les termes un peu plus techniques, pour vous représenter un peu mieux le truc. Je m'arrête au grain 400 au backstand et après, je m'arrête là et je reprends au grain 400 à la pierre et je peux monter jusqu'à un grain 25 000, voire 30 000 ou plus aux pierres japonaises. Donc, moi, j'utilise des pierres synthétiques et naturelles. Donc, c'est des pierres qui me sont envoyées par des polisseurs de sabre au Japon parce que c'est des pierres qu'on ne peut pas faire importer normalement en France. Donc, si on n'a pas de contact, c'est pareil, c'est très difficile de s'en procurer. Et ce qui est difficile dans ces pierres-là, c'est qu'il faut adapter la dureté de la pierre à la dureté de l'acier. Sinon, on ne peut pas polir la lame comme il faut. Ça laisserait des traces qui sont vraiment pas jolies. Et le but du polissage, c'est vraiment d'avoir une lame très jolie, très belle, très lisse. Et le but esthétique sur mes trempes sélectives à l'argile, en fait, c'est de révéler le grain de l'acier pour avoir cette fameuse ligne de trempe, le hamon, et le grain de l'acier, ce qu'on appelle le hada, qui est au-dessus de la ligne de trempe en fait. Donc grâce à ces pierres-là, je peux vraiment avoir ce résultat traditionnel dans le style vraiment japonais. D'accord. Alors on a parlé de trempage, de polissage. Est-ce qu'il vous arrive parfois également de graver les lames pour donner des motifs un petit peu sur celles-ci ? Alors c'est très rare, mais ça m'arrive, ouais. Moi je mets toujours mon poinçon de toute manière avec les kanji ronin en japonais sur les lames pour montrer que c'est bien moi qui les ai forgés. Et après, voilà, si le client me dit, bah voilà, je voudrais telle gravure ou telle gravure, soit je peux la faire moi-même et je me forge mes petits burins qui vont bien et j'essaie de lui faire sa gravure sur la lame. Si vraiment c'est une gravure plus spécifique et encore plus traditionnelle, moi je connais une femme qui est d'origine japonaise qui grave les katanas et qui peut le faire voilà, aussi sur les lames. Et si après la personne a un budget un peu moindre, là on peut le faire graver au laser voilà, chez un autre artisan. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et alors, vous ne faites pas que le couteau, puisque vous allez parfois jusqu'aux étuis, hein, c'est bien cela ? Ouais, exactement. Moi, je fais aussi les étuis en cuir, les étuis en kydex. Et avant, je faisais aussi des étuis en bois laqué à la japonaise. D'accord, donc ce sont des techniques que vous maîtrisez aussi à côté de la partie forge. Ouais, en fait, on est obligé de un peu tout maîtriser. Parce que c'est vrai que normalement, le forgeron au Japon, il fait que la lame. Et puis après, il donne ça à un autre artisan qui lui détourne, polit. Un autre artisan qui va faire le manche. Un autre artisan qui assemble le manche. Enfin, il y a, au Japon, il y a vraiment ce truc-là de hiérarchie dans l'artisanat. Alors qu'en France, on n'a pas vraiment ce truc-là. Donc, on est censé faire tout. Moi, je forge mes lames. Je fais mes traitements thermiques. Je polis mes lames. J'affûte mes lames. Je fais mes manches. Je fais mes étuis et puis bien sûr après faut que je fasse mes photos, les mettre sur le site internet, aller faire les marchés. Donc c'est pas tout à fait la même philosophie de travail en France, mais du coup voilà, c'est assez varié et on apprend vraiment à faire un peu tout. Et du coup les étuis, c'est aussi un travail qui fait partie de mon métier quoi, voilà. Alors, je m'y prends peut-être comme un manche, c'est le cas de le dire. J'ai oublié de vous parler justement de la partie manche de couteau. Alors, comment ça se passe, la création d'un manche ? Alors, soit je choisis le bois directement sur plusieurs sites internet qui proposent déjà des manches en bois qui sont déjà séchées. Donc, c'est-à-dire que c'est des plaquettes sous forme de plaquettes ou de carrelets de bois, ce qu'on appelle. Donc, c'est des morceaux, on va dire, qui font 4 cm par 4 cm par, on va dire, 15 de long. Donc, et là-dedans, en fait, je vais venir détourer, faire mes plaquettes pour faire mes manches. Donc, je choisis le matériau qui va être le plus adapté par rapport au couteau. Par exemple, si c'est un couteau de cuisine, je vais plutôt prendre un bois qui a été stabilisé à la résine pour pas qu'il craigne l'eau ou une matière synthétique. Donc après, voilà, je pars vraiment de plaquettes que je viens coller sur le manche. Donc après, soit c'est collé, soit c'est rifté. Il y a différentes manières de faire. Soit si c'est une soie qui est rentrée à chaud dedans, et c'est mis à chaud. Voilà. Et puis après, sinon, pour les manches, ça dépend vraiment de la forme du couteau parce que je fais jamais 2 fois le même manche en fait. D'accord. Et si je dis pas de bêtises, il n'y a pas que des plaquettes, il y a également donc des sortes de cordes sur certains manches. Ouais, c'est ça. Donc il y a les manches en paracorde américaines. Donc ça, c'est plutôt pour les couteaux typés bushcraft. Donc pour la survie. Donc ça, en fait, c'est de la paracorde américaine. Donc c'est un peu différent du bois ou des autres matières qu'on connaît. Donc la paracorde, pour faire vite, en fait, c'est une corde qui est imputrescible et qui peut soutenir jusqu'à 350 kg. À la base, c'est une corde de l'armée des États-Unis, donc c'est pour les militaires à usage vraiment spécifique, qui est très très solide et c'est une corde de parachute à la base, c'est une suspente de parachute. Réutilisée dans les couteaux, ça c'est formidable.
Pour le coup, on voit pas ça partout. Non, non, c'est vrai que c'est un peu spécifique. Et en fait, il y a toute une histoire en fait derrière ça qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est quand les GI ils débarquaient en Normandie, quand ils atterrissaient, la plupart se faisaient déjà tirer dessus. Ils n'ont pas le temps d'atterrir, ils étaient déjà à moitié morts. Donc, on va dire les restants qui réussissaient à atterrir et qui se faisaient tirer dessus, mais qui n'étaient pas encore morts, ils n'avaient pas le temps de se détacher des suspentes de parachute, et du coup ils les coupaient en fait avec leurs dagues et leurs baïonnettes et tout ça, et en fait ils les ont gardés, et avec ces suspentes de parachute, donc la paracorde, ils faisaient des garrots, ils remplaçaient un lacet qui avait pété, ils faisaient du bricolage, on va dire, ils faisaient plein de choses, et du coup c'est resté après la guerre, et du coup tous ceux qui font de la survie en forêt, tout ça pour faire des abris, et voilà, ils utilisent cette corde parce que c'est une corde qui est vraiment très résistante. D'accord, c'est génial parce qu'on vient également de profiter d'un cours d'histoire grâce à vous. Et oui, sur Variance FM, on ne fait pas que de l'artisanat dans cette émission. Alors, en termes de maniabilité, que souhaitez-vous garantir aux personnes qui vont se procurer vos couteaux ? Alors, par exemple, pour un couteau bushcraft, il faut un couteau qui soit agréable à utiliser. Donc, c'est-à-dire que quand on tape sur du bois, il ne faut pas qu'on ait des grosses vibrations dans le poignet. Sinon, à force, ça peut faire mal, on peut choper des tendinites. Et puis après, c'est un couteau qu'on ne va pas utiliser non plus trop souvent, à part si on est militaire. Donc il faut quand même qu'il soit assez léger, qu'il soit bien équilibré, qu'il coupe bien, que la lame soit fine mais pas trop fine non plus, que les pointes soient résistantes, que les traitements thermiques soient bien faits. Donc c'est vraiment, on va dire, l'aspect vraiment utilitaire. Faut pas oublier que le couteau, ça reste un outil. C'est un des premiers outils de l'humanité. Le couteau, à la base, c'était en silex, faut pas oublier. Donc ça a bien évolué jusqu'à maintenant. Mais il peut être le plus joli possible. Il faut pas oublier que le couteau, ça reste un outil et qu'il faut qu'il soit fonctionnel avant tout. Donc pour les couteaux bushcraft, je vous ai expliqué. Et pour les couteaux de cuisine, c'est un peu la même chose. Sauf que là, du coup, c'est plus destiné, on va dire, aux professionnels ou à quelqu'un qui voudrait vraiment se professionnaliser dans la cuisine, ou quelqu'un qui aime bien cuisiner, qui veut avoir un bon couteau pour couper son steak chez lui. Donc là, il faut des lames, on va dire, avec des bons aciers qui sont bien trempés. Pareil, les lames doivent être fines, mais pas trop, parce qu'après, sinon, c'est trop fragile. Donc après, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut adapter le style d'acier par rapport à la lame. Donc par exemple, pour un couteau de cuisine, on voit bien que par exemple, si on coupe du saumon, il faut une lame plutôt fine pour pas que ça détruise le saumon. Et si on prend le même couteau pour après couper du potiron qui est très dur, on voit bien que c'est pas les mêmes aciers qu'il faut, parce qu'il y en a un qui va couper quelque chose de plutôt mou et l'autre couteau va couper quelque chose de plutôt dur. Donc en fait, mon métier de coutelier consiste à sélectionner les différents aciers, connaître les différentes géométries de forme de tranchant pour adapter au mieux la forme du couteau pour qu'il soit le plus efficace possible sans s'abîmer en fait. Oui, c'est tout un travail de sélection, effectivement. Et alors, quelle est la création qui vous a le plus marqué depuis que vous vous êtes lancé dans la forge ? Peut-être une création qui sort du lot et que vous êtes content d'avoir pu réaliser. Alors oui, j'ai plusieurs créations qui me viennent en tête. Donc y a un des premiers couteaux que j'avais fait qui m'a marqué, c'était un couteau de style Bowie. Donc là, c'est plus dans le style américain, mais façonné à la japonaise. Donc c'est-à-dire que c'est un gros couteau bushcraft qui a une lame d'environ 25 cm, assez large. Elle devait faire bien 6 cm de large, donc ça reste un beau bébé. Et là, ce qui m'avait marqué, c'est que j'avais réussi à faire une trempe sélective sur un acier qui normalement marque très très peu les trempes sélectives. Et l'équilibre était vraiment parfait, pile là où je voulais sur la lame. Et le manche était en loupe d'amboine stabilisée bleu, vraiment magnifique, avec un veinage incroyable, plutôt rare. Et donc ce bois-là, il est plutôt classé en tout ce qui est coutellerie d'art, parce que moi je suis artisan d'art officiellement. Mais voilà, c'est plus pour la coutellerie d'art, et du coup c'était vraiment esthétiquement incroyable. Et je m'étais amusé aussi à faire un étui en cuir. Et sur l'étui, donc j'avais fait une tresse un peu comme un casse-tête. Donc c'est-à-dire que la tresse n'était pas terminée au debout, c'était plein. Donc quand on le voyait, on se disait c'est juste une tresse. Et si vraiment on savait faire une tresse, quand on regardait le motif, on se disait mais c'est pas possible, il a pas pu le faire parce qu'au bout il n'y avait pas de nœud, il n'y avait rien en fait, c'était plein des deux côtés. Donc voilà, je m'étais amusé à faire ça. Et sur l'étui aussi, je m'étais amusé à graver en repoussage sur le cuir. J'avais fait une fleur sakura, donc c'est une fleur de cerisier japonais. Voilà, donc l'ensemble avec la lame, avec le manche bleu du bois stabilisé, la petite ligne sélective sur la lame, le tout vraiment m'a laissé vraiment...
j'avais presque pas envie de le vendre le couteau. Et ça se comprend, hein. D'ailleurs, ça doit être un éternel problème parce que quand on fait une belle réalisation, on se dit mince, je veux pas la laisser partir. Et c'est sûr que vu le nombre d'heures de travail que ça représente parfois, ça se comprend aussi, hein, tout à fait. Et parmi les créations un petit peu originales que vous faites également, je crois, si je ne m'abuse, que vous faites également des machettes de temps en temps avec des demandes un petit peu particulières. Ouais, c'est ça. Là, en ce moment, j'ai quelques demandes, surtout en Australie, Nouvelle-Zélande ou Canada, de personnes qui veulent des machettes pour aller dans les bois ou dans le bush ou n'importe, soit pour la chasse à l'alligator ou tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai des commandes un peu spéciales qu'en France, on n'aurait pas du tout, quoi. Oui, bon, c'est sûr que les alligators, c'est pas monnaie courante, surtout en Auvergne. On est bien d'accord là-dessus, tout à fait. Et alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de collaborer avec d'autres couteliers ou même d'autres artisans de manière plus globale ? Pour le moment, non, mais j'ai quelques projets en tête qui devraient bientôt sortir normalement. Donc, je réfléchis encore parce que c'est vrai que j'ai un style très particulier dans la coutellerie et c'est un style de travail qui est quand même assez, on va dire, hors du commun. Et du coup, pour trouver quelqu'un qui comprenne ce qu'on voudrait faire comme projet, c'est pas évident. Ouais. Bien sûr, tout à fait. Par contre, j'imagine que vous avez peut-être des restaurants ou des entreprises avec lesquelles vous travaillez régulièrement. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je travaille avec plusieurs restaurants sur Clermont-Ferrand. Donc, ce sont des restaurants semi-gastronomiques ou gastronomiques. Donc, moi, je rappelle que voilà, j'ai été cuisinier pendant 11 ans. Donc, quand on me demande un couteau, je suis plus, on va dire, apte à faire un couteau que quelqu'un qui n'aurait jamais mis les pieds de sa vie dans une cuisine. Donc, voilà, je leur propose des couteaux de cuisine, on va dire haut de gamme, plutôt, dans le style japonais toujours. Et oui, j'ai eu plusieurs commandes de chefs et en général, dès qu'ils m'en commandent un, ils le testent. Je leur laisse le tester pendant 6 mois, 1 an. Après, je leur demande des retours et puis à chaque fois, ils sont complètement satisfaits. Et là, le dernier qui m'en a acheté un, 6 mois après, il m'en a acheté 5, voire 6. Et puis après, tous les commis, les apprentis, tout ça, ils sont venus me voir pour me demander une pièce aussi artisanale. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut apprendre éventuellement à forger son propre couteau grâce à vous ? Et si oui, comment l'apprentissage se passe-t-il ? Donc moi, je propose des stages de forge donc, à Vertaison, donc c'est à côté de Clermont-Ferrand, oui. Donc c'est des petits stages de forge sur 1 journée ou 2 journées ou 3 journées. Donc où on peut venir forger son couteau bushcraft ou couteau de cuisine. Après, je fais faire d'autres petits stages aussi où on fait de l'affûtage à la pierre japonaise, de la ferronnerie d'art, de la forge de machette aussi. Donc moi en fait l'idée derrière ça c'est le côté plus pédagogique de transmettre les techniques que j'ai apprises et que j'ai réussi à retrouver dans le style japonais parce que c'est vraiment pas évident, il n'y a pas beaucoup de sources sur ce sujet là, donc je me suis dit au lieu de le garder pour moi autant le développer et l'expliquer aux gens, comme ça en plus les gens comprennent mieux comment c'est fabriqué, comprennent mieux la valeur de l'objet en tant que tel et tout le travail que ça représente parce qu'on a beau l'expliquer, le dire, entre l'expliquer et le faire vraiment on se rend mieux compte de la difficulté de la chose. Donc voilà, je fais vraiment donc, plusieurs styles de stage et en général, c'est soit bushcraft, soit cuisine, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, Mathis, on était ravis de vous avoir avec nous. Malheureusement, le temps passe vite et on va devoir vous laisser dans un instant. Mais avant de partir, une question essentielle, j'ai envie de dire. Où peut-on vous retrouver ? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on pourra vous rencontrer dans les prochaines semaines ? Alors oui, vous pouvez me retrouver donc, sur mon site internet, donc c'est laforgeduronin.com. Donc là, vous retrouvez toutes mes créations ainsi que les différents stages de forge. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok et aussi YouTube. J'ai une chaîne YouTube où j'ai fait un peu plus de 400 vidéos déjà. Donc si vous voulez aller voir le forgeron en action, déjà allez voir sur YouTube, ça vous donnera une idée de l'atelier, de comment ça se passe. Et après, allez voir le site internet et faites-vous plaisir. Offrez-vous une pièce pour vous, pour Noël, ou offrez-en à quelqu'un, voilà, pour un anniversaire, pour un départ en retraite, pour Noël. Voilà. Pourquoi pas, après tout, et puis c'est de l'artisanat, donc on le rappelle, c'est important de soutenir nos artisans, et artisans d'art bien sûr, qui sont sur notre secteur. Merci beaucoup en tout cas Mathis d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. On rappelle votre nom, La Forge du Ronin, et puis écoutez, vous revenez quand vous voulez, hein. Vous êtes le bienvenu ici pour parler à nouveau de votre travail et peut-être découvrir encore de nouvelles choses, parce que malheureusement, en si peu de temps aujourd'hui, on ne peut pas tout dire, effectivement. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir à moi, et à la prochaine. Et avec grand plaisir, vous revenez quand vous voulez.